Mademoiselle Molina, avez-vous tué Anna Paez? Non. Aviez-vous une raison de tuer Anna Paez? Non. C'était le jeudi 21 février 2008 à Barcelone. Une femme de ménage a pénétré dans l'appartement de location, prête à travailler. Juste une routine habituelle. Mais au moment où elle est entrée dans le salon, elle s'est figée. Ce n'était pas habituel, c'était un cauchemar. Une femme nue était allongée, immobile, sur le canapé. Et sur sa tête, il y avait un sac en plastique, serré autour du cou avec un cordon élastique. Trop effrayée pour avancer, la femme de ménage fit la seule chose possible. Elle se ressaisit, appela la police, puis appela le propriétaire. Certaines scènes de crime sont désordonnées et chaotiques. Du sang sur les murs, des signes de lutte, l'histoire saute aux yeux sur la scène. Mais d'autres, certaines autres, sont silencieuses avec une victime inconnue, mais elles crient justice et supplient d'être résolues. Et à bien des égards, cela les rend pires. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont confirmé le pire. La femme était décédée. Aucune blessure visible, aucun signe de lutte, juste ce sac suggérant une mort par asphyxie. Mais la question qui trottait dans l'esprit de tout le monde était: s'agissait-il d'un acte volontaire ou d'un homicide? On murmurait qu'au moins 2 personnes étaient présentes. Les vêtements de la victime avaient disparu, envolés. Près du canapé, il ne restait qu'une paire de bottes noires montantes, une perruque noire mi-longue, des boucles d'oreilles et un collier. Sans sac, ni papier, personne ne pouvait savoir qui elle était. Le reste de l'appartement était tout aussi propre, tout aussi vide. Juste 2 indices. Une bouteille de boisson à moitié vide et une seule tasse sur la table à manger. Le propriétaire a dit à la police que l'appartement avait été loué du 18 au 20 février par une femme nommée Anna Paez, âgée de 35 ans. Le nom figurant sur le reçu de paiement correspondait. Il a décrit la locataire comme étant grande, mince, d'environ 40 ans, avec des cheveux noirs mi-longs. Il ne s'est jamais rendu compte que c'était une perruque. Mais en voyant le corps, il était sûr que ce n'était pas sa locataire. Il ne l'avait jamais vue de sa vie. Alors, qui était-elle? Et où était la femme qui avait loué cet appartement? 3 jours plus tard, le 24 février, un avis de disparition leur donna un nom. Un homme nommé Carlos Carbajo avait signalé la disparition de sa femme, Anna, après qu'elle se soit volatilisée dans la nuit du 18. Le nom était celui de la locataire du propriétaire. Les photos de Carlos correspondaient à la description de la victime. Après une identification douloureuse, Carlos a reconnu le corps. C'était sa femme, Anna. Mais si c'était Anna sur le canapé, alors qui diable a loué l'appartement? Maintenant, vous avez une victime, un nom, Anna, une créatrice de mode dans une entreprise textile multinationale locale, mariée depuis 7 ans, décrite par tous ceux qui la connaissaient comme franche, optimiste, chaleureuse, le genre de personne qui planifiait son premier enfant, pas une fin sordide sur le canapé d'un appartement en location. La police devait comprendre comment elle était arrivée. Les résultats de l'autopsie sont revenus. Ni poison, ni sédatif. Heure du décès? Estimée après minuit, le 19 février. La cause du décès? Asphyxie. Puis, l'équipe médico-légale a trouvé autre chose. Acide désoxyribonucléique masculin de 2 personnes, non identifiées. Mais aucun des échantillons ne correspondait à quelqu'un dans la base de données nationale. Une impasse. Et cet acide désoxyribonucléique a été retrouvé dans sa bouche et dans son autre partie intime. Tu te rappelles ce que j'ai dit sur les scènes de crime désordonnées? Ici, c'était l'inverse. L'appartement était propre. Je veux dire vraiment propre. Tout était essuyé. Chaque surface. Les meubles, placards, éviers. La bouteille de boisson. Le gobelet en plastique. Tout cela désinfecté. Il n'y avait aucune empreinte, aucun autre acide désoxyribonucléique. Le sac plastique et le cordon élastique étaient fréquents, introuvables. Et puis, il n'y avait aucune effraction. C'était comme si un fantôme avait fait ça et l'avait simplement déposé là. Alors, des théories ont commencé à émerger. Peut-être que c'était un jeu sensuel qui a mal tourné. Un jeu d'asphyxie qui a mal tourné? Peut-être. Et ces 2 types,
qui qu'ils soient, ont paniqué. Ils ont tout nettoyé, pris ses vêtements, l'ont allongé, puis ont disparu dans la nuit. Mais la famille d'Anna, elle a complètement rejeté cette théorie. Carlos a insisté sur le fait que sa femme ne le tromperait jamais, encore moins avec 2 hommes. Elle l'avait appelé l'après-midi du 18, disant qu'elle dînait avec une amie et une ancienne collègue, une femme nommée Maria Angeles Molina. Tout le monde l'appelait Angie. Quand Anna n'est pas rentrée cette nuit-là, Carlos a pensé qu'elle avait simplement dormi chez Angie, mais le lendemain, son téléphone était éteint. Elle ne s'est pas présentée au travail, c'est alors qu'il a signalé sa disparition. Tony, le frère d'Anna, a confirmé. Il avait parlé à sa sœur vers midi le 18. Elle avait parlé de ce dîner avec Angie. La police a vérifié les relevés téléphoniques. Un appel d'Angie à Anna à 19h30 ce soir-là l'a confirmé. Apparemment, Angie a été la dernière à voir Anna vivante. C'est sa seule piste. Ils l'ont retrouvée pour l'interroger. Et laissez-moi vous dire, ce qu'elle leur a raconté était une histoire qui a tout changé. Angie a dit que le dîner servait juste de couverture à Anna pour son mari et son frère. Les vrais plans, disait-elle, concernaient un tout autre genre de rencontre. Elle disait ignorer qui Anna voyait, mais pensait intuitivement que c'était un homme. Pourquoi d'autre Anna aurait-elle besoin de mentir? Puis elle est allée encore plus loin. Elle a lâché cette bombe. La personnalité qu'Anna montrait à sa famille. C'était une façade. À son avis, Anna était une femme à 2 visages menant 2 vies complètement séparées. Cela confirmait la théorie de la police. Mais pour sa famille, c'était un mensonge monstrueux. Il connaissait Anna, il connaissait son cœur. Les choses ne collaient pas et les enquêteurs avaient aussi un pressentiment. Quelque chose clochait dans cette histoire. Ils ont dû revenir au début pour examiner les choses de plus près. Si Angie mentait, ils allaient bientôt le découvrir. Et la vérité était bien plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Vous voyez, dans toute enquête, il y a toujours un moment, un minuscule détail qui ne colle pas, une fissure dans l'histoire. Et pour la police de Barcelone, cette fissure, c'était le compte bancaire d'Anna, celui qui avait servi à payer la location. Ils examinaient les relevés de transactions, juste des vérifications de routine, quand ils l'ont trouvé. Le 18 février à 9h, 600 € ont été retirés en espèces du compte d'Anna au distributeur automatique. Maintenant, réfléchissez au moment, un lundi matin. Plusieurs collègues ont confirmé qu'Anna était en réunion à son bureau de 9h à midi. Elle n'est jamais sortie. Alors, qui a fait ces retraits aisants? Ça ne pouvait pas être Anna. C'était ça. La chance dont ils avaient besoin, ils ont récupéré les images de vidéosurveillance de la banque. La personne sur cette vidéo correspondait à la description du locataire faite par le propriétaire. Et quand ils ont montré une image de cette caméra de distributeur automatique au propriétaire, il n'a pas hésité. C'est elle, a-t-il dit. C'est la femme qui a loué l'appartement. Puis, ils ont montré une image floue à Carlos, son mari. Sa réaction a été comme un coup de poing dans le ventre. Il connaissait ce visage. C'était Angie. Elle portait une perruque, mais c'était bien elle. Et là, j'ai compris. La perruque noire mi-longue sur le canapé sur la scène du crime, elle était identique à celle qu'on voyait sur les images de la banque. Les pièces du puzzle s'assemblaient brutalement. L'identité d'Anna avait été volée. Et la personne derrière tout ça, c'était son amie. La dernière personne que quiconque aurait soupçonnée. Ils ont creusé dans le passé d'Angie, 40 ans, licenciée de son poste de responsable ressources humaines dans l'entreprise d'Anna juste avant l'incident. Et tenez-vous bien, son ancien poste aux ressources humaines lui donnait un accès privilégié aux données personnelles de chaque employé, y compris celle d'Anna. Elle avait le moyen parfait. Elle avait l'opportunité. Mais quel était le mobile? Pourquoi une amie ferait-elle cela? La réponse allait arriver. Elle était plus froide et calculatrice qu'on ne l'aurait cru. Vous voyez, la vie d'Angie n'avait aucun sens. Carlos s'était toujours posé des questions à ce sujet. Elle vivait dans une grande villa, conduisait une Porsche 911, portait du Dior de la tête aux pieds et avait un sac Birkin d'Hermès. Mais son ancien salaire de responsable des ressources humaines? Peut-être un peu plus de 3 000 € par mois? Les calculs étaient une illusion.
L'argent devait venir d'ailleurs. Et oh, c'était bien le cas. La police a suivi la trace de l'argent, et ce qu'ils ont découvert, c'était un réseau de fraude tellement audacieux, tellement calculé, que c'en était presque impressionnant. Entre avril 2006 et novembre 2007, quelqu'un avait contracté 4 prêts distincts au nom d'Anna. Le total, 102 400 €, et le garant pour tous ces prêts, c'était le petit ami homme d'affaires fortuné d'Angie. Mais les prêts n'étaient que le début. Le prix réel était plus sinistre. Quelqu'un, utilisant l'identité volée d'Anna, avait également souscrit 10 polices d'assurance vie distinctes à son nom. Et le total versé si Anna décédait? Un joli pactole de 840 000 €. La bénéficiaire des 10 polices était une femme qu'ils appelaient Mademoiselle A. Au début, elle semblait être un fantôme. Aucun lien avec Anna, aucun lien avec Angie. Mais le compte où l'argent était censé aller? La police a obtenu les images de vidéosurveillance. L'utilisateur principal était Angie. Alors, comment Angie a-t-elle réussi ce coup-là? Mademoiselle A s'est rappelé avoir perdu sa carte d'identité il y a plus d'1 an, dans le même bâtiment où travaillaient Angie et Anna. La théorie était simple. Angie l'a volée, l'a trouvée et l'a gardée. Un alias parfait et discret pour obtenir une récompense sanglante. Un expert en écriture l'a confirmé. Chaque signature sur ces demandes de prêt et d'assurance, toutes falsifiées par la même main. Cette écriture ressemblait beaucoup à celle d'Angie. Le mobile était maintenant clair. La cupidité. Ce n'était pas un crime passionnel. C'était un plan d'affaires. Angie avait volé l'identité d'Anna pour financer un train de vie luxueux, et la partie la plus rentable du plan exigeait qu'Anna meure. La scène mise en place, les sous-entendus sensuels, l'appartement nettoyé, tout cela était une mise en scène, une tentative délibérée de faire passer un meurtre pour un accident tragique afin qu'elle puisse toucher le pactole. Pour que tout marche, elle avait besoin d'un alibi, mais le sien allait s'effondrer. Tout meurtrier veut un alibi, et celui d'Angie était un chef-d'œuvre. Elle a dit à la police que le 18 février, le jour du meurtre, elle avait quitté Barcelone tôt le matin. Elle avait fait 5 heures de route jusqu'à Saragosse, sa ville natale, pour récupérer les cendres de sa mère au columbarium. Sa mère est morte il y a 1 an. Elle a dit avoir voyagé toute la journée, être rentrée chez elle à 10 heures du soir et ne jamais l'avoir quittée. C'était une histoire solide, respectueuse, crédible. Mais la police était sceptique. Ils ont agi en bons enquêteurs. Ils ont vérifié. Ils sont allés dans ce columbarium à Saragosse. Les journaux d'accès ont tout documenté de manière méticuleuse. Angie était arrivée peu après 13 heures. Elle est restée moins de 10 minutes avant de repartir avec l'urne. En faisant le calcul, cela l'a ramenée à Barcelone au plus tard à 16 heures. Elle avait largement le temps, avant un dîner espagnol typique, de respecter son rendez-vous avec Anna. Mais si cela ne suffisait pas, la police disposait d'un outil encore plus précis. Ses relevés de téléphone portable. Il montrait un appel d'Anna Paez vers le téléphone de Molina à 20 h ce soir-là. D'après l'histoire d'Angie, elle revenait de Saragosse, après avoir déjeuné avec des amis et récupéré les cendres de sa mère. Mais à 20 h, l'appel situait son téléphone précisément à Barcelone, et non sur une autoroute comme elle le prétendait. Son alibi s'effondrait à cause de ses propres paroles. Elle affirmait qu'après être rentrée, elle était allée acheter une montre Cartier pour son petit ami de l'époque. Mais les preuves de la police situèrent son téléphone portable à 21 h, à seulement 300 mètres de l'appartement où le corps d'Anna serait retrouvé plus tard. Même la déposition de son ex-petit ami jouait contre elle. Il a dit aux enquêteurs qu'Angie était rentrée à 22h30, expliquant qu'elle avait abîmé sa voiture à une station-service en oubliant d'enlever le tuyau. C'était un détail étrange et inutile qui ressemblait moins à un alibi qu'à une excuse paniquée pour expliquer où elle était allée. L'alibi n'avait pas seulement quelques failles, il était aussi troué qu'un fromage suisse. Angie était en ville. Angie avait le temps. Angie avait le mobile. Avec cela, les procureurs ont obtenu leur mandat de perquisition
Et ce qu'ils ont trouvé chez Angie n'était pas seulement des preuves, c'était une confession sous la forme de divers objets. Une bouteille de chloroforme. Un liquide incolore à l'odeur sucrée qui entraîne inconscience et paralysie respiratoire en quelques minutes. Une substance qui s'évapore sans laisser de traces, ce qui explique pourquoi l'autopsie n'a rien trouvé. Plusieurs cartes bancaires au nom d'Anna. La pièce d'identité originale de Mademoiselle A. Une perruque Auburn sans doute utilisée pour imiter Mademoiselle A, mais la preuve la plus grave était sur son ordinateur. Des recherches sur Internet effectuées avant le meurtre. Comment anesthésier un animal? Adresse d'escorts masculins étrangers à Barcelone. Ils ont suivi cette piste et dans une agence, un homme s'est présenté. Il a dit qu'une femme nommée Anna lui avait récemment payé, ainsi qu'à un collègue, 100 € chacun. Mais écoute ça, il n'y avait rien de physique avec cette femme. Bien au contraire, la femme voulait simplement recueillir leur fluide masculin, si tu vois ce que je veux dire. Et des tests acides désoxyribonucléiques l'ont confirmé. Voici les deux hommes dont les fluides corporels ont été retrouvés à l'intérieur d'Anna. Et lorsqu'on leur a montré une photo, les deux escortes ont désigné la même femme. C'est Angie qui les a engagés. Les pièces du puzzle étaient enfin là. Le chloroforme pour maîtriser Anna, l'appartement loué comme scène du crime et les fluides corporels achetés pour être placés comme preuve. Elle a nettoyé la scène pour effacer sa trace, menti à la police pour salir la réputation d'Anna. C'était le plan parfait, méticuleux, froid. Mais les plans parfaits ont une faiblesse. Une faiblesse. Une faiblesse. La personne qui les élabore pense toujours être la plus intelligente de la pièce. Et cette arrogance, elle laisse toujours une trace. Et tu penses qu'une histoire tordue suffit? Réfléchis-y à deux fois. Parce que lorsque la police a fouillé la maison d'Angie, ils ont trouvé quelque chose qui a complètement relancé une affaire classée vieille de plus de 10 ans. Dans un sac à dos derrière des toilettes se trouvaient une montre et un portefeuille en cuir pour homme. À l'intérieur se trouvaient les papiers d'identité d'un Argentin nommé Juan Antonio Alvarez. Ce nom disait quelque chose à tous ceux qui le connaissaient, Angie. Après tout, il s'agissait du défunt mari d'Angie, celui dont elle affirmait qu'il s'était suicidé en 1996, lui laissant une immense fortune de plus de 2 millions d'euros, la base de son train de vie luxueux. La famille et les amis de Juan avaient accusé Angie de son meurtre il y a des années. Maintenant, avec son portefeuille retrouvé et en sa possession, la police a rouvert ce dossier. L'histoire qu'ils ont découverte était terriblement familière. Peu avant sa mort, Juan avait décidé de divorcer d'Angie. Il en avait assez de ses mensonges et de ses dépenses compulsives. Il a exigé qu'elle parte sans rien et prévoyait de se battre pour obtenir la garde exclusive de leur jeune fille. Le 22 novembre 1996, Juan a été retrouvé inconscient dans la chambre de leur villa à Palma de Majorque. Les ambulanciers l'ont constaté décédé sur place. L'autopsie officielle? Empoisonnement au phosphate d'ion, composé toxique présent dans engrais et produits de nettoyage. Aucune preuve que Juan ait jamais acheté une telle chose. Aucune effraction, rien de volé. Seul son portefeuille manquait. La police a conclu à un acte auto-infligé. Un homme, ont-ils dit, désespéré par l'échec de son mariage, s'est infligé cela lui-même. Mais sa famille savait mieux. Ils ont décrit un homme d'affaires discipliné et sportif, un père dévoué qui avait tout pour vivre. Ils ont souligné les faits. Et seulement 2 mois avant son décès, Angie avait inscrit l'enfant dans une école à Barcelone pour la nouvelle année, une décision dont la famille de Juan n'était pas au courant. Depuis cet été-là, Angie avait une liaison avec un ingénieur chimiste, une source potentielle de ce poison indétectable. Angie avait quitté Palma pour Barcelone seulement 2 jours avant la mort de Juan, revenant le lendemain de son décès. Un alibi parfait, calculé. La femme de ménage se rappelait qu'Angie appelait toutes les 1 à 2 heures ce jour-là, insistant pour avoir des nouvelles de Juan et lui demandant de vérifier son état après la douche. Ce n'est qu'après cette insistance que la femme de ménage l'a trouvé. Et sans grande surprise maintenant, Angie avait souscrit une assurance vie pour Juan cet automne-là. Le lendemain de son retour à Palma, elle est allée à l'assurance pour s'informer sur l'indemnisation. Ils ont refusé, elle n'avait pas lu les petites lignes du contrat. Les blessures volontaires annulaient la police d'assurance. Elle n'avait pas besoin d'assurance.
ayant hérité de tout en tant que veuve. Ses entreprises, sa villa, ses liquidités. Elle a tout vendu, a gardé la villa pour les revenus locatifs et a déménagé à Barcelone pour commencer sa nouvelle vie de femme riche. La découverte du portefeuille a suggéré une théorie terrifiante. Elle l'a volé pour simuler un cambriolage et faire passer sa mort pour un homicide afin de toucher l'assurance. Mais le plan a dérapé lorsque la police a conclu à une mort auto-infligée. En 2010, sous la pression de la famille de Joan, la police de Parme a rouvert l'affaire, mais c'était trop tard. Les restes de Juan étaient impossibles à réexaminer. L'ingénieur chimiste avait disparu et l'affaire était complètement au point mort. 2 morts, 2 plans élaborés, un point commun. C'était un schéma de pur mal calculé et il allait bientôt être jugé. Pour comprendre un monstre, il faut regarder d'où il vient. Et le profil psychologique que la police a dressé d'Angie était celui d'une parfaite psychopathe. Intelligente, charmante quand elle en avait besoin, mais totalement froide, complètement calculatrice et dépourvue d'empathie. Son histoire a commencé dans une petite ville de seulement 2500 habitants, en périphérie de Saragosse. Fille d'un chauffeur de taxi, enfant unique, choyée par ses parents. Ils l'ont gâtée, ont satisfait tous ses désirs avec leurs moyens modestes, et ils avaient créé quelque chose de pourri, une personne gâtée, égoïste et profondément narcissique. À 15 ans, elle est partie pour Barcelone et a été initiée au monde de l'escorting de luxe. Elle était jolie, vive d'esprit et avait un talent pour lire les gens. Elle a vite obtenu une clientèle riche et généreuse. Un ancien collègue l'a clairement dit, Angie n'avait aucune affection réelle pour personne. Elle était matérialiste, vaine, rusée et égocentrique. Elle était très dévouée à gagner de l'argent pour financer un style de vie luxueux avec plusieurs voyages internationaux par an. C'est lors de l'un de ces voyages qu'elle a rencontré Juan, l'homme d'affaires argentin de 34 ans à Palma de Majorque, après avoir discrètement vérifié ses antécédents. Elle l'a poursuivi et elle a élaboré un mensonge complexe. Elle lui a dit qu'elle était la fille unique de la noblesse, que son père était comte, que la famille possédait de vastes domaines et qu'elle était la seule bénéficiaire d'un immense fonds en fiducie. Elle le manipulait, lui faisant croire que son intérêt était sincère et non financier. Il est tombé dans le piège, il est tombé amoureux, profondément. Ses amis l'ont mis en garde. Les 14 ans de différence d'âge, ses manières souvent grossières et vulgaires pour une prétendue aristocrate, mais il l'a choisi. La vérité a éclaté lorsqu'il a voulu rencontrer ses parents avant la demande en mariage. Elle a tout avoué. Aucun titre, domaine ni fonds en fiducie. Juste un chauffeur de taxi d'une petite ville. Juan était furieux, prêt à tout annuler. Mais son père l'a persuadé de lui pardonner et le mariage a eu lieu. Pendant un temps, il y eut la paix. Ils eurent une fille, mais la façade se fissura. Les dépenses d'Angie étaient excessives. Elle accumulait des produits de luxe qu'elle n'utilisait pas. Elle fréquentait les casinos, y perdant des fortunes. Les supplications de Joan pour plus de responsabilités étaient accueillies avec colère et elle trouvait toujours des excuses pour passer des semaines entières à Barcelone. Devenant méfiant, Juan engagea un détective privé. Le rapport fut accablant. Angie n'avait jamais cessé de travailler comme escorte de luxe. Pire encore, elle faisait chanter ses clients, les menaçant de révéler ses liaisons pour leur soutirer de l'argent. Le rapport comprenait des photos d'elle avec différents hommes. Juan était anéanti. Il a exigé le divorce. Il lui a dit qu'elle partirait sans rien. Il chercherait la garde exclusive et, si elle s'y opposait, utiliserait les preuves du détective au tribunal. Selon la sœur de Juan, Angie a essayé de l'apaiser, mais il était déterminé. Elle croit qu'Angie a découvert ses plans et complote. L'assurance vie qu'elle a prise sur lui cet automne n'était pas pour la sécurité. C'était un investissement, la dernière partie du plan. Elle tuerait son mari, hériterait de sa fortune et toucherait l'assurance. Elle serait libre, riche et maîtresse. Le portefeuille retrouvé derrière les toilettes des années plus tard était le prix de ce plan, un élément d'une scène de crime mise en scène qui n'a jamais eu lieu. La preuve que le premier meurtre était tout aussi froid et calculé que le second. Elle pensait s'en être sortie.
Elle pensait être plus intelligente que tout le monde, et pendant plus de 10 ans, elle l'a été. Mais cette arrogance, cette conviction qu'elle pouvait surpasser tout le monde dans la pièce, c'était sa faiblesse. Et cela la ferait partir définitivement. Le dossier contre Angie pour le meurtre d'Anna était béton. Mobile, moyen, opportunité et une montagne de preuves matérielles. Le procès a commencé en 2012. Que cette femme stupide pourrisse en prison et n'en sorte jamais. C'est tout ce que je souhaite. As-tu tué Anna? Paes. Non. Le ministère public affirme qu'elle a invité la victime à dîner, l'a droguée, puis étouffée avec un sac. Une bouteille de chloroforme a été retrouvée. À quoi servait-il? Ma fille m'a dit qu'elle devait faire une expérience avec un lapin. Le tribunal l'a reconnue coupable sur tous les chefs d'accusation meurtre et faux. Elle a été condamnée à 18 ans pour le meurtre et à 4 ans pour le faux, soit un total de 22 ans derrière les barreaux. Elle doit aussi verser 200 000 € à la famille d'Anna. Mais un esprit comme le sien n'accepte pas simplement la responsabilité et ne peut certainement pas accepter ce jugement. Alors elle a fait appel. Et en juin 2013, une cour d'appel a fait quelque chose de controversé. Ils ont réduit sa peine de 22 ans à 18 ans. La peine pour meurtre a été réduite de 18 à 14 ans. Leur raisonnement? Ils ont affirmé qu'Anna, avant d'être maîtrisée, aurait pu percevoir les intentions malveillantes d'Angie et choisir de ne pas résister, assumant ainsi une part de responsabilité dans son sort. Prenons un moment pour y réfléchir. La victime partage la responsabilité de son propre meurtre parce qu'elle a résisté. Je suis désolé, mais je couvre des affaires criminelles réelles et ce verdict fait partie des raisonnements les plus absurdes que j'ai jamais rencontrés. Bref, continuons. Donc Angie est allée en prison, mais l'histoire ne s'arrête pas à la fermeture de la porte de sa cellule. En décembre 2023, après avoir purgé plus de 10 ans, elle a obtenu une libération conditionnelle de second degré, segundo grado. Cela lui a permis de sortir de prison à certains moments, un avant-goût de liberté. Sa peine complète devait expirer en 2027. Cependant, un léopard ne change pas ses tâches. Un psychopathe ne développe pas simplement une conscience. Lors d'une permission de sortie de prison, Angie a fait ce qu'elle savait faire de mieux. Elle a commencé à comploter et aurait tenté d'engager un tueur à gages pour un autre meurtre. L'identité de la victime est protégée, les détails sont rares. En mars 2025, elle a encore été arrêtée. La petite liberté qu'elle avait lui a été retirée. Les conséquences juridiques du nouveau crime présumé restent à déterminer. Elle Confidential a rapporté qu'elle a choisi de ne pas témoigner devant un juge. Un mari, une amie, d'innombrables mensonges. Une histoire de ruine et de mort nourrie uniquement par une cupidité insatiable. On ne connaît jamais vraiment une personne, tu sais. Nous avons tous une vie secrète. Mais pour nous deux, c'est une peur cachée, un rêve secret. Pour Angie, c'était un monstre. Un monstre assez intelligent pour planifier des crimes parfaits, mais trop arrogant pour penser devoir affronter les conséquences. Et à la fin, cette arrogance a causé sa perte.